Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors, l'euthanasie est encore illégale officiellement en France, mais pour combien de temps ? Depuis un moment, on va retracer tout cela, le gouvernement tente d'enfoncer cette porte. Je le rappelle, il y a tout juste un an, Emmanuel Macron avait déjà laissé entendre dans une interview à La Provence, le journal La Provence, qu'il pourrait faire appel à une consultation citoyenne pour la fin de vie. Je le cite, « Ça peut avoir beaucoup de sens de demander à des citoyens de nous éclairer », avait-il expliqué le 4 septembre 2021. Et puis de nouveau le 8 septembre, 4 jours après, Gabriel Attal, le porte-parole de l'époque, remettait le sujet sur le tapis dans une interview au Monde. « Tout le monde s'accorde à souhaiter une fin de vie plus digne », disait-il, Gabriel Attal, en septembre 2021 donc. Côté parlementaire, toujours à ce moment-là, une première étape avait été franchie, je le rappelle, avril 2021. Des députés, une majorité de députés, 300 en tout, avaient voté l'article 1 d'une proposition de loi lancée par Olivier Falorni, un député PS, pour autoriser l'euthanasie pour les personnes souffrant d'une affection grave et incurable. La loi n'a finalement jamais été votée dans son ensemble, faute de temps, et face à une levée de bouclier, il faut le dire, à droite, 3000 amendements avaient été déposés, bloquant complètement la signature de cette loi. La proposition de loi avait provoqué même du côté des médecins une tribune dans le Figaro, je vous le rappelle, on en avait parlé à l'époque. 71 médecins s'opposant à toute la légalisation de l'euthanasie. Et je les cite, « Nous ne pourrons pas provoquer délibérément la mort. Une telle pratique, écrivait-il, est résolument contraire à notre mission, à notre déontologie, à notre vocation, à notre pratique et à notre serment professionnel. » Voilà, ça c'était pour le rappel historique. Et aujourd'hui, un an après, presque jour pour jour, la musique reprend doucement. Le Comité consultatif national d'éthique a émis un avis hier, donc, vous l'avez suivi, pour l'autorisation d'une aide active. Donc voilà, il valide cette aide active à mourir, c'est joliment dit, pour des patients dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Le CCNE, pour Comité consultatif national d'éthique, pose cette question, est-ce que notre mort nous appartient ? Et, disent-ils, c'est le rôle du CCNE d'être une boussole pour à la fois les citoyens, mais aussi les politiques, et pour essayer d'avancer sur un sujet aussi complexe. Alors rappelons tout de même que le président du CCNE est Jean-François Delfraissy. Le même qui était le président du fameux conseil scientifique spécialement créé pour le Covid. Et choisi par qui ? Par Emmanuel Macron. Le même qui a émis des regrets, d'ailleurs, rappelons-le, une fois à savoir quitter son poste sur la gestion Covid et le manque de concertation des Français. Dans la foulée donc de cet avis du Comité consultatif national d'éthique, Emmanuel Macron annonce également hier le lancement d'une large consultation citoyenne sur la fin de vie en vue d'un possible nouveau cadre légal d'ici la fin 2023. Et voilà donc, le député socialiste, le même Olivier Falorni, qui avait lancé sa loi il y a un an, à l'origine de cette loi pour l'euthanasie, qui est ravi parce que selon lui, aujourd'hui, les planètes s'alignent, écoutez-le. Je pense qu'il peut être utile de consulter les Français à condition que ça ne soit pas l'occasion finalement de reporter au calendrier grec une réforme indispensable. Mais ce que je retiens de cette journée, c'est surtout l'avis du comité d'éthique qui ce matin a dit clairement qu'il était favorable à une aide active à mourir dans un cadre très précis. Et ça tombe bien, ça correspond au cadre fixé par la proposition de loi dont je suis le rapporteur. Et donc, c'est vrai que cet avis du comité d'éthique, qui est une avancée importante, la prise de position du président de la République qui souhaite avoir une convention citoyenne, mais qui, surtout, a dit qu'il voulait une loi en 2023, tout cela montre qu'il y a une forme d'alignement des planètes pour enfin avancer. Voilà, donc finalement, on comprend le comité consultatif, le président de la République et ce député, Olivier Falorni, sont tous d'accord et les planètes sont bien alignées, une affaire qui semble bien rodée. Alors, est-ce que les Français ne méritent-ils pas mieux pour un sujet aussi grave ? C'est aussi la question que nous posons à Aliette Espieux. Bonjour Aliette Espieux. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la Marche pour la vie. Peut-être on peut rappeler tout de suite à nos auditeurs ce que c'est que Marche pour la vie. La Marche pour la vie, c'est une association qui milite depuis 1975 pour défendre la vie humaine, de sa conception à sa mort naturelle. Auparavant, nous étions bien plus focalisés sur la question de l'avortement, et nous sommes toujours, évidemment. Mais malheureusement, avec l'évolution des lois, nous nous sommes également penchés sur la question de l'euthanasie, puisque l'euthanasie légalisant la peine de mort d'un innocent également, tout comme l'avortement.
D'accord. Alors, pour revenir sur notre sujet de cette euthanasie, de cet accompagnement à la mort facilité, aujourd'hui, il existe déjà une loi, la loi Leonetti, donc une loi de 2016, qui donne droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc, il y a déjà finalement une forme d'accompagnement médicamenteux fort pour les personnes qui sont déjà fortes, enfin, qui sont très malades et très... Oui. Alors, pas exactement, dans le sens où, effectivement, avec la loi Leonetti de 2005, il y avait déjà une aide, enfin, c'était pas, ça se différencie quand même pas mal des soins palliatifs, mais il y avait une aide active pour aller à la fin de vie. Alors, avec 2016, avec la loi Claeys-Leonetti, alors certes, on nous a présenté cette loi comme étant un peu, on va dire, l'arrêt de l'acharnement thérapeutique. Alors, en réalité, c'est pas totalement ce qui se passe. Puisque la loi Claeys-Leonetti établit également que les soins doivent être arrêtés dès que les médecins considèrent que cela devient de l'acharnement. Alors par soin, il faut considérer pas seulement les médicaments, mais également la nutrition, l'hydratation. Je pense que le dernier exemple qui nous a beaucoup marqué, même si ce n'est pas, même s'il y en a eu beaucoup d'autres depuis, c'est l'histoire malheureusement de Vincent Lambert qui a été dont les soins consistaient simplement en l'hydratation et la nutrition. On lui a stoppé d'abord les cours de kinésithérapie pour ensuite le faire mourir de faim et de soif. Alors si c'est ça qui aidait à mourir dans la dignité, à savoir de laisser un homme crever de faim pour ensuite le piquer comme un animal parce qu'en fait il ne veut pas mourir et qu'il s'accroche trop à sa vie, je me demande ce qu'il y a de digne dans cette forme de mise à mort. Enfin, c'est quand même assez dingue. Alors, bon, si on revient après, on va revenir sur cette avancée entre guillemets du comité consultatif. Si on revient sur l'affaire Lambert, rappelons-le pour que tous nos auditeurs comprennent bien. Là, on était sous le fonctionnement finalement de la loi Claeys-Leonetti. Hein. C'est bien cela. Exactement. Et donc, déjà à ce moment-là, on pouvait, ce que vous expliquez, empêcher ce que certains médecins appellent acharnement, mais finalement, vous dites que par acharnement, on n'est pas dans l'acharnement médicamenteux, médical, mais seulement dans la nutrition. Disons que ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, normalement, c'est ce qui, on appelle un acharnement quand une personne est complètement branchée, c'est-à-dire que son cœur ne va pas battre naturellement, il va être relié à une machine pour pouvoir fonctionner, donc via le ventilateur, etc. Et en fait, le problème le drame qu'il y a eu dans l'histoire de Vincent Lambert, c'est que Vincent a finalement été la marionnette du corps médical qui, au moment de son accident, avait découvert ce que c'était que le ventilateur. Donc, oh grand Dieu, on va pouvoir réveiller les morts. Et puis ensuite, donc Vincent a eu droit à ce ventilateur comme beaucoup de personnes. Donc Vincent n'était pas mort évidemment, mais il était après son accident, il était en fin, on va dire. Et puis par la suite, on s'est rendu compte que je pense ça coûtait un peu trop cher de s'occuper des personnes en fin de vie. Et puis en fait, après le ventilateur, on a découvert l'euthanasie. On a trouvé ça absolument incroyable. Et donc au lieu de... Mais donc il était quand même alimenté par un ventilateur, donc une machine. Et alors, si on coupait cette machine, non ? Non, il l'a eu, mais enfin, comme beaucoup de personnes l'ont eu, en fait, quand il y a un accident sur la route, beaucoup de personnes ont accès à ce ventilateur, mais ce ventilateur, en fait, il n'est que temporaire, en fait. Après, si une personne est dite branchée, c'est-à-dire que son cœur ne pourra jamais battre, donc pendant 3 ans, son corps va être complètement branché à une machine. Or, ce n'était absolument pas le cas de Vincent. Vincent était complètement... Mais est-ce que l'affaire Vincent Lambert est vraiment symptomatique de cette loi, Claeys-Leonetti, ou est-ce que c'est plutôt, on va dire, un pas de côté de la jurisprudence par rapport à la loi? Pour moi, Vincent Lambert a été l'application de cette loi. En fait, ce qui s'est passé pour Vincent Lambert, sa mise à mort a été l'application stricte de cette loi qui a été donc améliorée entre guillemets en 2016 puisque Vincent est mort de faim et de soif comme la loi Claeys-Leonetti l'entendait. D'ailleurs, Leonetti disait bien qu'en fait dans les soins, c'est le même qui a avoué et reconnu que dans la loi de 2005, il sous-entendait
ce que le gouvernement pensait. Donc aujourd'hui, les lois s'interprètent, on le sait bien. Et dans la loi 2005, on pouvait dériver vers un arrêt de la nutrition et de l'hydratation en pensant que ça constituait comme une forme de soin. Et en fait, c'est en 2016 que Leonetti a bien dit que oui, dans sa loi et dans l'amélioration de la loi Claeys-Leonetti, il fallait considérer l'hydratation et la nutrition comme étant une forme de soin. Alors aujourd'hui, donc malheureusement, le dernier grand exemple qui nous a marqué, c'est cette horrible histoire de Vincent Lambert, puisque il n'y a eu que des vices de procédure du début jusqu'à la fin, de la part du corps médical, de la part du tribunal. N'oublions pas que voilà, qu'il devait y avoir une examination sur le corps de Vincent après sa mort, mais que le juge Vice a refusé tout simplement de faire ça dans les normes. Mais aujourd'hui, en fait, il y a des centaines de Vincent Lambert dans toute la France et personne n'en parle malheureusement parce que c'est devenu habituel. C'est devenu complètement habituel que des médecins acceptent de mettre à mort des individus sans pour autant que la famille soit d'accord, sans pour autant que l'individu lui-même soit concerté, puisqu'on le met hors d'état de nuire à temps. Alors, il y a quand même beaucoup de médecins qui réagissent. Moi, j'ai cité tout à l'heure face à la proposition de loi, puisqu'on peut revenir sur l'actualité d'Olivier Falorni, donc de l'année dernière. Il y avait eu une tribune de 71 médecins qui s'opposaient à la légalisation de l'euthanasie. Donc, malgré tout, beaucoup de médecins tentent de résister. Le problème, c'est comme toutes les avancées, entre guillemets, la GPA, etc., on y va un petit peu à marche forcée. Oui, mais est-ce que les médecins sont réellement écoutés? En mars dernier, la loi Gaillot est passée, donc l'allongement de l'avortement qui fait passer l'avortement de 12 à 14 semaines. Je rappelle également qu'un grand nombre de médecins s'y opposaient, mais frontalement, et pourtant elle est passée. Alors qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron nous explique gentiment qu'il fera attention à l'avis des médecins, c'est également ce qu'avait dit, ce qu'a préconisé. Pardon, excusez-moi, c'est la responsable du centre des soins palliatifs. Mais en fait, on sait bien que le gouvernement n'écoutera jamais l'avis des médecins. Il ne l'a jamais fait, que ce soit pour les débats de bioéthique, que ce soit pour l'allongement de l'avortement. On sait bien qu'aujourd'hui, l'avis des médecins ne compte pas et qu'ils n'auront qu'à appliquer une loi. Alors, on peut faire une petite parenthèse là-dessus, parce que on peut... Officiellement, on écoute l'avis du Conseil consultatif national d'éthique, le CCNE, dont est président Jean-François Delfraissy. Donc on pourrait se dire, oui, il y a quand même un organisme consultatif qui est consulté aujourd'hui, c'est une autorité administrative indépendante, on pourrait faire confiance à cette autorité administrative, non ? Bien sûr, on pourrait dire ça. Malheureusement, on sait par l'histoire et par l'expérience que leur avis ne fait que évoluer. Disons que la question de l'euthanasie en 2016, ils avaient clairement dit que la loi Claeys-Leonetti résolvait tous les problèmes et qu'on ne pouvait pas faire plus que la loi Claeys-Leonetti. Et puis aujourd'hui, on est en train d'allonger la loi Claeys-Leonetti de la même manière qu'en 2005, on avait dit qu'on n'irait jamais plus loin que l'actuelle jurisprudence, que l'actuelle loi de En fait, on se rend compte qu'à chaque fois, on essaye d'imposer des limites, mais que ces limites ne sont établies par le gouvernement que pour être franchies quelques années plus tard. Oui, pour rassurer peut-être aussi l'opinion publique. Et puis, on peut aussi s'interroger sur le fait que ce soit Jean-François Delfraissy, le président de ce CCNE, qui était l'homme choisi par Emmanuel Macron pour être le président du conseil scientifique sur le Covid. Donc ce conseil quand même relativement opaque où beaucoup de choses sont passées qui aujourd'hui peuvent poser question également. Oui, et puis il ne faut pas également oublier que la Convention citoyenne est organisée par le Conseil économique, social et environnemental qui est clairement prononcé en faveur de l'euthanasie. Il ne se cache pas là-dessus. L'ensemble des membres sont pour l'euthanasie. Je trouve ça quand même un peu étonnant de voir que le gouvernement veut faire preuve d'ouverture en confiant ce travail, on va dire cette convention à un groupe qui est complètement pour l'euthanasie. À ce moment-là, s'il fallait faire preuve d'ouverture, je ne sais pas moi, faut constituer un groupe constitué à la fois d'éléments pro-euthanasie, d'éléments contre l'euthanasie et essayer de mettre en place un dialogue. Mais tout ce qu'on sait, c'est que tout ce qui va se passer dans les régions, ce ne vont être finalement que des députés qui vont essayer de promouvoir l'euthanasie, comme ça s'était également passé au cours des
des états généraux de la bioéthique. Enfin, à Lyon, typiquement, c'était Monsieur Touraine qui était venu. Et puis, en fait, on n'avait absolument pas le droit de. On s'était retrouvé face à un homme qui était farouchement pour les débats de bioéthique, enfin, pour la PMA, etc. Et en fait, on était dans une confrontation totale. Il n'y avait pas de débat ouvert et il n'y aura pas de débat ouvert sur la question de l'euthanasie. On essaiera de le faire mettre en place, on essaiera de l'imposer. Mais malheureusement, le gouvernement tient les rênes et enfin voilà, tant qu'on n'est pas au pouvoir, ce sera toujours compliqué d'avoir raison, quoi, de Oui, gagner. rappelons également sur cette convention citoyenne qui sera organisée par le Conseil économique, social et environnemental, souhaitée par l'Élysée, que avant cette convention citoyenne sur la question de l'euthanasie, la dernière convention citoyenne, c'était sur le climat. Donc déjà, on voit comment Emmanuel Macron gère les choses. Et puis finalement, on avait bien vu la méthode de la convention citoyenne sur le climat, que absolument rien n'en était sorti, et que c'était absolument pas démocratique. Oui, non mais ça de toute façon c'est le fonctionnement même d'Emmanuel Macron. À chaque fois, on essaye de faire passer quelque chose de façon démocratique. Enfin, je pense vraiment que le dernier exemple en date, puisque la dernière loi votée par le quinquennat, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a été bien la loi Gaillot. La loi Gaillot, c'est une loi qui est passée alors que le comité des gynécologues de France s'opposait frontalement à cette loi-là. Ouais. Je vous rappelle que sur 13 médecins qui pratiquent l'avortement à Lyon, une seule en l'occurrence était favorable à l'allongement de l'avortement. C'était comme ça, beaucoup de gynécologues ont dénoncé cette pratique puisque ça allait augmenter les dilacérations utérines, les hémorragies, etc. Et que ça allait demander un travail énorme au personnel. Et en fait, avec la question de l'euthanasie, c'est exactement la même chose. Et puis avec des actes absolument atroces, vous le rappeliez, vous avez reçu, pardon, je vais rentrer vraiment dans des choses immondes pour nos auditeurs, mais il s'agissait d'écraser la tête pour pouvoir faire sortir le bébé. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement, de la même manière que demain, on va demander à un médecin de piquer son soignant, alors qu'il ne sera pas forcément en fin de vie, puisque typiquement, le cas de Vincent Lambert, dans le cas de Vincent Lambert, Vincent n'était absolument pas en fin de vie. Donc, on va le médecin. Mais comment voulez-vous d'ailleurs qu'on ait une confiance en notre médecin si notre médecin est capable du jour au lendemain de décréter qu'on est en fin de vie, qu'on a décidé de mourir et donc qu'il a décidé de nous piquer avec l'ensemble du corps médical. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'il me semble qu'avec ce nouveau projet Falorni ou dans le développement peut-être du comité national d'éthique, est-ce qu'il n'y avait pas aussi la question plutôt qu'on se procure soi-même ce produit sédatif, que ce soit pas le médecin qui fasse la piqûre, mais que la personne, si elle est capable, qu'elle le fasse elle-même? C'est pareil, en fait, je veux dire, alors certes, ce n'est pas le médecin qui se pique lui-même, mais qui va décider que la personne s'euthanasie? Est-ce que c'est la personne elle-même qui va choisir librement de s'euthanasier et donc passer par le corps médical pour se procurer ce produit sédatif, ou est-ce que c'est le médecin qui va lui donner et la personne va être forcée à se piquer? Puisqu'aujourd'hui, dans le cas des euthanasies qu'on connaît actuellement en France, alors des euthanasies officieuses, ce qui se passe, c'est que ce sont des personnes qui ne choisissent pas de mourir, qui sont plus en état de parler, qui sont en état post-relationnel et dont les médecins décrètent que ces personnes-là ont choisi de mourir et que c'était leur dernière volonté, qu'ils leur ont confié évidemment sans en parler à la famille. Ce sont ces types-là de patients qui vont être les premières victimes. Après qu'une personne choisisse de s'euthanasier, je ne suis pas dans sa conscience, elle le fait elle-même. Mais ce n'est pas au gouvernement de donner, de tirer sur la cachette, en fait. En fait, demain, si je vois... on ne peut pas... Un gouvernement est fait pour protéger ses citoyens, pour les des limites, les accompagner à la mort s'il le faut via les soins palliatifs. Aujourd'hui, on le sait, et d'ailleurs, Léonie Claes le disait lui-même qu'il y avait de nombreux problèmes dans les centres de soins palliatifs et qu'il fallait. Mais le député Leonetti également, qu'on avait reçu ici et qui nous avait expliqué que finalement, dans la grande majorité des cas, si les soins palliatifs, si les organisations dans les hôpitaux de soins palliatifs étaient mieux faites, une grande partie des personnes finalement préférerait évidemment être en soins palliatifs plutôt que d'être dans une mort assistée. Mais exactement. Et ce qui était très très intéressant, c'est que le journal La Croix a fait un sondage récemment sur, en tout cas, parler de ce sondage dans un de ses articles sur la question de l'euthanasie et expliquer
que la majorité des personnes qui cherchaient à s'euthanasier en France étaient des femmes, pour la simple et bonne raison qu'elles ne voulaient pas être un poids pour leur famille. Donc, il y a vraiment cette notion de poids et de solitude. Donc, qu'est-ce que fait le gouvernement par rapport à ce poids-là? Est-ce qu'elle ne va pas essayer d'accompagner la femme qui a peur d'être un poids? Est-ce qu'elle ne va pas accompagner la famille pour que la personne que la personne en mauvaise santé ne soit pas un poids, mais qu'elle puisse être accompagnée également par sa famille? En fait, le gouvernement fonctionne toujours de la même manière. Il voit un problème, au lieu de trouver une solution à ce problème, il va éliminer la victime de ce problème en se disant que ça évitera de perdre trop d'argent dans les soins, dans la médecine. Aliette Espieux, juste, je voudrais revenir, parce que là, en plus, on était resté plutôt sur encore le niveau de la loi Claeys-Leonetti. Qu'est-ce que ça va changer, cette évolution donc, qui est prévue, enfin, qui risque d'arriver dans les mois ou années qui arrivent, qui suivent l'évolution souhaitée par le gouvernement et ce comité national consultatif d'éthique? Alors, très objectivement, et Emmanuel Macron l'a lui-même dit le 2 septembre, lui, ce qu'il veut, c'est rentrer dans un modèle belge, donc complètement légaliser l'euthanasie. Donc après, qu'il essaye de nous expliquer, pour l'instant, de nous vendre l'euthanasie en nous expliquant que ce sera extrêmement bien. Il a dit qu'il ne voulait pas du modèle suisse non plus, donc je ne sais pas, il faut choisir dans son modèle. Il faut choisir, puisque pourtant, les deux modèles sont quand même assez comparables. Mais il a pourtant expliqué à plusieurs reprises que le modèle belge devait être un exemple. Il a même, le 2 septembre, il a lui-même dit qu'il fallait avancer vers l'euthanasie, que c'était d'ailleurs sa promesse de campagne, et qu'il fallait légaliser complètement cette loi qui permettait aux personnes de mourir dans la dignité. Donc, ne nous leurrons pas d'avance. Évidemment qu'il y aura forcément des articles de loi. Je pense qu'un médecin aura possiblement aura peut-être la possibilité de faire jouer sa clause de conscience concernant l'euthanasie. Je pense que ce sera très probable, mais concernant les limites de l'euthanasie, le but d'Emmanuel Macron est clairement de légaliser l'euthanasie entièrement. Alors, malgré tout, l'année dernière, je rappelais cette actualité, en avril 2021, cette avancée avait déjà été prévue par Olivier Falorni et sa suite de députés. Et ça a été bloqué par notamment une levée de bouclier de la droite, qui est quand même assez inédit d'ailleurs, il faut le rappeler. 3000 amendements avaient été déposés, ce qui a complètement bloqué l'avancée de cette loi. Est-ce qu'on peut encore faire confiance aussi au débat parlementaire ? J'espère pouvoir faire confiance au débat parlementaire. Malheureusement, actuellement, on n'a pas encore... En fait, on a toujours, ça va être la première grosse loi, si c'est elle qui arrive prochainement, la première proposition de loi un peu houleuse qui va être adoptée ou décidée par le gouvernement. Donc, ce sera aussi un test pour nous, voir la réactivité de la nouvelle Assemblée, du nouveau Parlement, pour voir un peu si ce sont des personnes qui tiennent à leurs valeurs. On sait qu'on a beaucoup de députés qui potentiellement pourraient nous rejoindre sur certains sujets, notamment les allongements de l'avortement dans la Constitution, l'euthanasie. Malheureusement, on ne les a jamais encore vus à l'œuvre, donc on a hâte de voir tout le monde lever le bouclier. Ils sont derrière nous. D'accord, merci beaucoup en tout cas Aliette Espieux. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Marche pour la vie. Merci encore. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.